À Jérusalem, nous sommes en ligne en direct avec notre correspondant Olivier Granielik. Bonjour Olivier, Boker Tov, l'occasion du 1000e jour de guerre. Plusieurs milliers de personnes se sont réunies hier soir sur la place des otages à Tel Aviv. Oui, parmi les intervenants, Rom Braslevski, ancien otage qui a livré un témoignage particulièrement émouvant. Pour vous, cela fait 1000 jours. Pour moi, c'est une éternité, a-t-il déclaré, promettant de consacrer sa vie à préserver la mémoire du 7 octobre. De son côté, Einav Zangoker, maire de l'ancien otage Matan Zangoker et figure du mouvement des familles d'otages, a vivement critiqué le gouvernement. Elle a dénoncé 1000 jours d'échec total et a une nouvelle fois réclamé la création d'une commission d'enquête d'État indépendante sur les événements du 7 octobre. Et puis, en marge de ce rassemblement, des manifestants ont également bloqué l'autoroute Ayalon. La police est rapidement intervenue pour évacuer les manifestants. 8 personnes ont été interpellées pour troubles à l'ordre public. Le chef d'état-major Eyal Zamir, lui, a marqué hier un cap symbolique, donc le 1000e jour de guerre depuis les massacres du Hamas le 7 octobre 2023. Oui, lors d'une réunion de l'état-major, il a rappelé que ce conflit, le plus long de l'histoire de l'État d'Israël, avait commencé par, je cite, le plus grand désastre de l'histoire de l'État d'Israël, avant d'affirmer que Tsahal avait depuis obtenu des résultats militaires sans précédent. Et le général Zamir a surtout insisté sur les défis à venir. Selon lui, l'Iran reste aujourd'hui au cœur des préparatifs de l'armée israélienne. Et Eyal Zamir a aussi rendu hommage aux militaires qui sont réservistes et à leurs familles. Il a aussi estimé qu'il devait être une priorité nationale, aussi bien dans les décisions du gouvernement que dans l'attribution des ressources de l'État. Le porte-parole de Tsahal a par ailleurs annoncé qu'un réserviste avait été grièvement blessé cette nuit au sud Liban. Oui, il s'agit d'un soldat qui a été blessé lors d'un accrochage entre les forces de sécurité israéliennes et des terroristes du Hezbollah. Le militaire a été évacué vers un hôpital pour y recevoir des soins. Sa famille a bien sûr été informée. Une page diplomatique à présent, Olivier, et une nouvelle montée de tension entre Israël et la Turquie. Oui, avec le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, qui a affirmé hier qu'Israël était devenu, je cite, un problème pour le monde entier et un fardeau que l'humanité ne peut plus supporter. Il a eu ses échanges commerciaux avec Israël depuis le début de la guerre à Gaza et a appelé la communauté internationale à adopter une position plus ferme contre l'État d'Israël. Des déclarations, Olivier, qui ont provoqué une vive réaction de Jérusalem. Oui, puisque le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sa'ar, a dénoncé des propos écœurants qui constituent, selon lui, une incitation explicite au génocide. Cette nouvelle passe d'armes intervient donc quelques jours après la décision historique du gouvernement israélien de reconnaître officiellement le génocide arménien, une décision vivement condamnée par Ankara. Dans le reste de l'actualité, la Haute Cour de justice a annulé hier l'élection de Michael Rebillo au poste de contrôleur de l'État. Et oui, la Haute Cour a ordonné l'organisation d'un nouveau scrutin à la Knesset. Les 5 juges ont rendu une décision unanime. Ils estiment en effet que le vote n'a pas respecté les règles de confidentialité exigées pour ce type d'élection. Selon les recours déposés par l'opposition, plusieurs députés du Likoud avaient montré leur bulletin de vote, voire s'étaient même filmés en train de voter pour Michael Rebillo, donc l'avocat proche du Premier ministre Benjamin Netanyahou. Et puis, pour terminer, cette information importante dans le monde de la cacheroute. Oui, après plusieurs années de bataille juridique, l'organisation rabbinique Tzohar a obtenu l'autorisation officielle du Grand Rabbinat d'Israël de délivrer des certificats de cacheroute. Jusqu'à présent, Tzohar pouvait assurer la supervision de nombreux restaurants, hôtels et cuisines collectives, mais ne pouvait pas délivrer elle-même une certification officielle. Cette décision est l'aboutissement de la réforme de la cacheroute adoptée en 2021 qui permet donc à des organismes répondant à des critères stricts d'être agréés par le Grand Rabbinat d'Israël.
Après plusieurs semaines de tension, Benjamin Netanyahou a dû reculer. Les primaires du Likoud auront finalement lieu le 4 août, comme le prévoit la tradition du parti. Le Premier ministre souhaitait en effet modifier les règles de désignation des candidats afin de renforcer son contrôle sur la future liste. Alors, comment je reprends. Après plusieurs semaines de tensions internes, Benjamin Netanyahou a dû reculer. Les primaires du Likoud auront lieu finalement le 4 août, comme le prévoit la tradition du parti. Le Premier ministre souhaitait en effet modifier les règles de désignation des candidats afin de renforcer son contrôle sur la future liste. Alors pour parler de cette situation et pour parler d'autres sujets comme la loi fondamentale sur l'étude de la Torah, nous sommes heureux de recevoir ce matin David Sadoun. David, bonjour, merci d'être avec nous ce matin sur Studio Kelita. Bonjour Olivier. Je rappelle, pour ceux qui l'ont oublié, que vous êtes fondateur d'un parti qui s'appelle Ardout les Israël, le premier parti francophone en Israël. On va en parler quelque peu. On va parler de sujets politiques, mais d'abord, je voudrais, comme vous habitez Netanya, David Sadoun, je voudrais que vous nous parliez du malheur qui est arrivé sur la ville de Netanya avec ce meurtre, puisque c'est le Rav Goueta qui a été assassiné cette semaine à Netanya. Vous connaissiez bien le Rav Goueta ? Oui, effectivement, je l'avais visité plusieurs fois pour prendre des brachot, des bénédictions. C'était le tzaddik, le grand tzaddik de la ville, le pilier spirituel de la ville. Et bien entendu, son aura dépassait largement Netanya. C'est tout Israël aujourd'hui, je pense, qui est en deuil. C'est un Rav qui était très très spécial. Il y a des milliers de témoignages. Il est connu surtout, on va dire, de ce que j'ai entendu pour avoir consacré toute sa vie à aider les plus marginaux de la société, les délinquants, les personnes avec des problèmes psychiatriques, Voilà, il a essayé de leur donner de la lumière dans la vie, de l'espoir, et les accompagner. C'était vraiment au-delà d'un homme de religion, au-delà d'un rabbin, de ce que je ressens et des témoignages, je vois que c'était vraiment un père. Ouais. Un père pour beaucoup de monde, de milliers. On a vu la Lévaïa, l'enterrement, des milliers d'Israéliens, de jeunes Israéliens qui pleurent, qui pleurent d'une manière comme s'ils avaient perdu vraiment un père, au-delà d'un homme de religion. Ouais, c'est une grande perte, c'est une grande perte pour la ville de Netanya, bien entendu, et pour tout ce qu'il a fait, comme vous nous l'expliquez, pour ces jeunes un peu marginaux. On a très peu d'informations encore sur les circonstances. En tout cas, on sait qu'il a été poignardé, que celui qui l'a poignardé a été arrêté. On sait très peu de choses sur les raisons de... On a très peu de détails encore. De ce que j'ai entendu de première information, je ne sais pas encore si c'est confirmé ou non, mais ce serait une personne non juive qui a été en processus de conversion. Et il a eu, à mon avis, quelques difficultés dans le processus de conversion. On sait que le processus de conversion dans le judaïsme n'est pas simple. La halakha, la loi juive, implique certaines conditions compliquées, contrairement à d'autres religions. Et apparemment, il était insatisfait parce qu'il y a eu des problèmes à ce niveau-là. C'est ce que j'aurais entendu, mais à confirmer. Une enquête est ouverte en tout cas, et on aura sans doute plus d'informations au fil des semaines. Juste pour dire un mot, voilà, c'était un petit peu le risque de son engagement. Si vous voulez un peu le revers de la médaille, c'est que comme il a aidé tous les personnes marginaux, etc., il y avait un risque forcément par rapport à des personnes qui pouvaient être déséquilibrées. Et ça rappelle aussi le fameux assassinat de Rabbi Elazar il y a 15 ans tout juste, à la même date, qui avait été aussi assassiné par un de ses élèves ou une des personnes qui le fréquentaient. Très bien.
On va parler de sujets plus terre à terre, de sujets politiques. Hein. Alors, comme je l'ai dit, vous avez fondé un parti, le parti Ardout Israël, un parti francophone israélien, et vous étiez jusqu'à encore pas très longtemps membre du Likoud. Au Likoud, cette semaine, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, particulièrement cette histoire autour des primaires du Likoud. Binyamin Netanyahou voulait un peu changer les règles des primaires. Il voulait s'octroyer le droit d'avoir 10 places, je crois, c'était dans les 30 premières places où il pouvait nommer des personnes qu'il désirait. Il a dû faire face à une opposition de certains députés du Likoud qui n'ont pas accepté cette proposition. Est-ce que vous avez l'impression quand même qu'aujourd'hui, ça met un peu en cause est-ce que Binyamin Netanyahou est affaibli un peu par rapport à cette situation? Alors, il faut savoir d'abord que depuis toujours, lors des primaires du Likoud, le chef du parti, Binyamin Netanyahou, que ce soit lui ou quelqu'un d'autre, a le droit d'avoir ce qu'on appelle des chirionymes, c'est-à-dire des personnes qui sont directement parachutées sur la liste des primaires. Aux dernières primaires, il en a eu 5. Disons qu'à chaque fois, c'est à peu près 5, 6 personnes. C'est vrai que là, il a exigé plus de chirionymes pour avoir essayé de garder un peu plus de contrôle sur la liste, parce que je pense que il a eu beaucoup de difficultés pendant ce mandat de faire respecter ce qu'on appelle la mishmat coalitionnite, c'est-à-dire le fait qu'il y a que les députés respectent les ordres de la coalition. Comme on le voit notamment avec la loi fondamentale sur l'étude de la Torah qui a été votée, où il y a plusieurs députés du Likoud, dont Dani Louz, qui ont voté contre. Et donc, je pense que c'est surtout par rapport à ça qu'il a cherché à essayer de demander à doubler son nombre de chirionymes pour garder plus de contrôle sur la liste. Mais après, voilà, ça reste un tiers, plus ou moins, du nombre de députés, puisque le Likoud a toujours en moyenne 30 députés. Et donc, il y a tout de même 2 tiers qui vont être choisis par les électeurs du Likoud. Donc, c'est vrai que là, il cherche vraiment à augmenter son contrôle sur la liste, mais ça reste quand même plus ou moins limité. Donc, en fait, Binyamin Netanyahou continue, même s'il a menacé de quitter le Likoud si on n'acceptait pas sa proposition. On remarque quand même que Binyamin Netanyahou continue à avoir une main très importante, un contrôle très important sur le Likoud. Alors oui, forcément, il est chef du Likoud depuis 1993, je rappelle, puisque il a été élu pour la première fois aux primaires en 1993, donc ça fait déjà presque 35 ans qu'il est chef du Likoud, donc forcément son influence au sein du parti est énorme et il est la figure principale et disons que tout le monde pense aujourd'hui que c'est lui qui ramène le plus de mandats, etc. Mais après, voilà, il faut savoir que le Likoud, c'est quand même un parti qui est extrêmement démocratique et divisé, parce que forcément, qui veut dire démocratie, il veut dire divisé. Il y a énormément de camps au Likoud. Les primaires créent beaucoup de camps. On a le camp de Nir Barkat, le camp de Amir Ohana, de Miri Regev, etc. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, ils sont tous derrière la personnalité de Binyamin Netanyahou, puisque les électeurs, aujourd'hui, la plupart des électeurs du Likoud veulent Netanyahou à la tête du Likoud. Mais malgré tout, moi qui étais au sein du Likoud, je voyais il y avait beaucoup de personnes qui avaient des contrôles des bases d'électeurs au Likoud, comme David Bitan, comme Chaim Katz, qui était chef de la Taasiya Avirit, c'est-à-dire de là où il y a les travailleurs, les employés des aéroports. Et donc, il avait un contrôle sur les électeurs et sur les primaires du Likoud. Et cela dépendait pas de Binyamin Netanyahou. Donc, oui, bien sûr qu'il est personnalité très importante au Likoud, mais il n'a pas toute l'influence non plus. Très bien, on va parler d'un autre sujet. C'est aussi lié, c'est une loi qui est passée mercredi soir à la Knesset concernant une loi fondamentale concernant l'étude de la Torah, comme quoi l'étude de la Torah a été reconnue comme une valeur fondamentale de l'État d'Israël. Est-ce que vous vous réjouissez de l'adoption de cette loi? Disons que le sentiment, il est partagé. Parce que, évidemment, en tant que juif pratiquant en Israël, sur la Terre Sainte, en théorie, on est tous heureux de voir l'étude de la Torah comme valeur reconnue.
Je pense que c'est pas ça vraiment qui est le plus qui crée le plus polémique. Je pense que en soi, en tant que tel, tout le monde serait d'accord, une grande partie de la population israélienne serait d'accord et aurait envie que l'étude de la Torah soit reconnue. C'est surtout le contexte par rapport à évidemment l'enrôlement, la question de l'enrôlement des orthodoxes dans Tsahal et le contexte dans lequel elle a été passée cette loi. Évidemment, pour ma part, mettre sur le même plan celui qui étudie la Torah et celui qui s'engage dans l'armée, c'est une erreur pour moi parce que dans la Torah elle-même, l'armée et défendre la terre d'Israël et défendre son peuple est une valeur aussi essentielle. Tous les grands personnages de la Torah, notamment le roi David, l'un des plus grands personnages, était avant tout un guerrier, un grand guerrier, avant d'être un homme de foi et un homme spirituel. Il a mené toutes les guerres d'Israël, le fameux combat connu contre Goliath. Et donc, c'était le premier sur le front. Et même à l'époque du Temple, ceux qui étaient sur le front, c'était d'abord et avant tout les religieux. Ceux qui avaient un grand niveau spirituel, c'est eux qui allaient en premier au front. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a complètement inversé un peu le modèle de la Torah. Ça fait 300, 400 ans, surtout ça s'est développé dans les communautés ashkénazes orthodoxes, où l'étude de la Torah est devenue centrale, et on va dire, voilà, on dit qu'il faut étudier la Torah toute la journée. Non, dans le modèle séfarade, par exemple, et même à l'origine, à l'époque du Temple, on ne faisait pas étudier. Ça n'existe pas, c'est une invention. Tous les rabbinim en Tunisie, au Maroc, avaient un travail à côté. Ils n'avaient pas de salaire à partir de leur poste de rabbin. Ils avaient tous un métier à côté, ils étaient tous économiquement indépendants et ils étaient tous sionistes. Je me rappelle, je sais qu'il y avait Enchanté la Tikva en Tunisie, dans les synagogues en Tunisie. Il y avait les drapeaux d'Israël. Je ne sais pas pourquoi il y a cette idée qui est venue que l'étude de la Torah doit prendre la place de l'engagement dans la vie, que ce soit au niveau du travail, ou que ce soit au niveau... C'est pas vraiment le judaïsme. Le judaïsme, le Rambam lui-même, l'un des plus grands sages d'Israël, qui était lui-même médecin, je le rappelle, le Rambam dit dans son livre de loi juive que celui qui ne fait que étudier la Torah et qui n'est pas accompagné d'un travail et d'un engagement pour la société, pour son peuple, etc., j'ai du mal à employer ces mots, mais c'est un chilou lachem. Mais il est clair, David, que on est là dans une situation politique où on a voulu donc faire passer cette loi pour justement permettre de reconnaître les Bachurei Yeshiva comme des gens qui étudient et que c'est une valeur très essentielle de la Torah. Mais ce que je voudrais vous poser comme de l'État d'Israël, pardon, mais ce que je voudrais vous poser comme question, c'est on a vu que au Likoud, sans doute beaucoup pensent comme vous, mais on a vu que très peu de personnes, je crois que le seul député qui s'est opposé au Likoud, en tout cas à cette loi, c'est le député Dan Bismuth. Est-ce que si vous aviez été... Dan Illouz, pardon. Si vous aviez été à la Knesset au moment du vote, vous auriez opposé à cette loi? Oui, clairement. Moi aussi, j'aurais voté contre. Je soutiens totalement les idées de Dan Illouz. Je pense qu'on est dans la même ligne idéologique, c'est-à-dire non pas chas v'shalom d'être contre la Torah. Bien au contraire, je pense pas que Dan Illouz soit, comme j'ai pu le lire, un ennemi de la religion ou un ennemi de la Torah, pas du tout. Je pense simplement que c'est vraiment la ligne idéologique du sionisme religieux, c'est-à-dire de pouvoir mêler et la Torah, comme le roi David, c'est-à-dire le livre de prière dans la main droite et l'épée dans la main gauche, et d'unir les deux. Il n'y a pas de contradiction, en vérité, entre les deux. C'est ce qu'on veut nous faire croire dans cette société. Il y a deux extrêmes dans cette société qui veulent nous faire croire qu'il y a une contradiction entre ces deux valeurs. L'extrême orthodoxie qui, lui, veut que le livre de prière, et l'extrême gauche, on va dire, qui est vraiment une minorité dans la gauche, mais qui est très extrême et qui est anti-religieuse et qui voudrait que l'épée et effacer le livre de prière. Alors comment vous expliquez que seul Dan Illouz s'est opposé à cette loi? Comme je vous l'ai dit, il y a aujourd'hui dans la politique, malheureusement, ce qu'on appelle la mishma coalitionniste. Je pense que beaucoup, en vérité, dans le fond, s'opposent à cette loi, mais voilà,
par on va dire peur de perdre sa place, il faut dire les choses clairement, ou par peur Peur du dirigeant. voilà, il faut dire les choses clairement. Ils ont Voilà. pas peur de perdre sa place. Ils ont voté pour. Danilous, pour moi, est le seul qui a gardé ses valeurs jusqu'au bout. Et Très bien. c'est tout à fait honorable de sa part. Très bien. Merci beaucoup, David Sadoun, fondateur du parti Ahdout l'Israël. Pour le moment, juste on termine sur ça très rapidement. Vous comptez pas vous présenter pour les prochaines élections qui doivent avoir lieu d'ici le mois d'octobre? Non, voilà, j'ai décidé de quitter le Likoud il y a 1 an et demi. Ça a mis beaucoup de temps pour mettre en place un parti. C'est pas facile juridiquement, administrativement, au niveau de la banque, etc. C'était un long processus. Là, ça va faire trop court pour les prochaines élections. Mais voilà, comme je vous ai dit, je suis encore jeune. J'ai 33 ans. J'ai tout l'avenir devant moi. Et Bezrat Hashem, je viendrai encore plus fort et plus solide pour les prochaines élections. Très bien. On vous souhaite beaucoup de Hatzlacha, hein, beaucoup de bonne chance. Et on saura, bien sûr, on vous retrouvera très prochainement sur Studio Canita pour parler de votre parti. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été avec nous ce matin. Et Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Mercredi soir a été adoptée à la Knesset une loi fondamentale sur l'étude de la Torah, faisant de l'étude de la Torah justement une valeur essentielle de l'État d'Israël. Une loi qui fait controverse ici. Alors faut-il se réjouir que 78 ans après la création de l'État d'Israël, une telle loi a été adoptée? C'est ce que nous allons demander à notre invité ce matin, le Rav Eli Kling. Rav Kling, bonjour, merci d'être avec nous ce matin pour parler de cette loi. Alors, bonjour. Lorsque cette loi a été adoptée, est-ce que vous vous êtes réjoui? Ça fait 3000 ans que la Torah est une valeur essentielle du judaïsme. On n'avait pas besoin de la loi de la Knesset pour le confirmer. Et non, mais je pense que pour être sérieux, il faut faire la différence entre le fond de la loi et la raison politique pour laquelle elle a été votée. Alors, et paradoxalement, mon avis, c'est qu'au niveau du fond, je suis pas du tout d'accord, mais au niveau des besoins politiques, ça, c'est un autre problème. Alors, je m'explique. Le fond de cette loi, c'est pour permettre, ultérieurement, tout le monde le dit, évidemment, c'est pas un hasard que c'est venu justement maintenant. Donc, c'est les mouvements Haredim qui font pression pour que cette loi soit votée. À l'intérieur de la loi, à l'origine, il y avait même une phrase qui disait que celui qui étudie la Torah a autant de valeur que le soldat à l'armée. Et cette phrase, je crois qu'elle a été enlevée sous la pression des sionistes religieux. Et il n'en reste pas moins que cette loi a comme pour but unique et essentiel que plus tard, si jamais le problème de l'enrôlement des Haredim à l'armée est confronté avec quelque chose de juridique, eh bien, les défenseurs du monde Haredi pourront arguer de cette loi fondamentale pour dire, mais la Knesset a voté une loi comme quoi l'étude de la Torah a une valeur suprême et donc il faut tenir compte de ça pour que les Haredim ne fassent pas l'armée. C'est le but réel de cette loi. C'est un scandale à mon avis. Pourquoi c'est un scandale? Parce que dans le fond, c'est exactement la définition de ce que la Mishnah de Pirkei Avot nous dit, c'est qu'on n'a pas le droit de se servir de la Torah pour des intérêts personnels. Or, la vérité, c'est que cette loi n'est pas faite pour valoriser la Torah elle-même, qui n'en a pas besoin. Cette loi est faite pour permettre donc à tout un tzibour, à toute une partie de la population israélienne, de ne pas participer à à l'effort général, qui est celui de quand il y a quelqu'un qui est en danger, il faut aller l'aider, quoi. Mmh. Et le fait au nom de la Torah, de pas aller l'aider, de regarder les choses sans prendre part, c'est à mon avis un des plus grands Chilul Hashem, une des plus grandes profanations que l'État d'Israël n'ait jamais connue. Si vous demandez à quelqu'un de religieux quel est le plus grand Chilul Hashem de l'histoire d'Israël, je suis sûr qu'une partie d'entre eux diront le défilé de la Gay Pride à Jérusalem ou quelque chose comme ça. Mais la vérité, les gens de la Gay Pride, quand ils défilent à Jérusalem, ils le font pas au nom de la Torah. Tandis que les gens qui décident de pas
C'est-à-dire, une chose est de le décider théoriquement, et une chose est de le décider depuis le 7 octobre. C'est-à-dire, quand tu vois des gens qui meurent toutes les semaines, malheureusement, des soldats qui tombent, des soldats qui perdent une jambe ou qui perdent une main, et d'autres qui ploient sous le nombre impensable du nombre de milouïm, des journées de milouïm qu'il doit faire, donc des familles qui se séparent à cause de ça, des familles qui se séparent pas, mais la femme, elle en peut plus, etc. Et tu vois tout ça, et tu sais très bien que tu peux aider, et tu viens pas aider, et au nom de la Torah en plus, c'est un chilul Hashem. Et comme cette loi, elle est là exactement pour ça, c'est c'est vrai que la loi elle-même, elle n'a pas de conséquences pratiques tout de suite, immédiates, Ouais. mais tout le monde sait qu'elle est là pour ça. Et donc, quand tu as une loi qui est votée uniquement pour permettre à des gens de pas participer à l'effort national, eh ben, je pense que c'est une mauvaise loi. Ça, c'est sur le fond. Sur la Et la forme. vérité est sur la forme, c'est-à-dire le fait que le gouvernement de droite a besoin des Haredim apparemment pour maintenir sa coalition et que le système électoral israélien est fait de telle sorte que sans coalition, tu peux pas avoir une majorité et que par ailleurs, tous ceux qui sont pas dans la coalition actuelle sont en général des gens qui refusent de rentrer dans une coalition, non pas parce que il y a des différences idéologiques énormes, mais uniquement parce que ils supportent pas le chef du gouvernement pour toutes sortes de raisons qui leur appartiennent. Donc, ce qui fait que politiquement, Bibi pense qu'il est obligé d'avoir les Haredim, et que s'il n'a pas les Haredim, il n'a pas de gouvernement. S'il n'a pas de gouvernement, allez savoir ce qui va se passer dans le pays. Et donc, tactiquement, pour lui, pour garder les Haredim dans ce qu'on appelle le gouche, le bloc de la coalition, il se sent obligé de faire passer cette loi. Je veux pas me prononcer là-dessus. Qu'est-ce que tu veux? Ça, c'est de la politique. La politique, peut-être que tactiquement il a raison, peut-être que tactiquement il a tort. Donc, si tu veux, voilà, si on fait la différence entre le fond et la forme, le fond, je suis absolument contre. Je pense que c'est vraiment un scandale de donner une légitimité aux gens qui étudient la Torah pour ne pas faire l'armée. Je pense que on n'a jamais vu ça nulle part dans l'histoire du judaïsme. Mais le problème, à vos yeux, c'est surtout le fait d'utiliser la Torah dans ce but. C'est oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'utiliser la Torah pour ses besoins personnels. En la vérité, contrairement à ce que le monde Haredi veut nous faire croire, c'est pas du tout pour l'étude de la Torah elle-même. Après tout, l'étude de la Torah, on peut la faire toute la vie. On peut la faire également une fois qu'on a terminé le service militaire. On peut la faire comme font les gens des yeshivot esder. Il y a d'ailleurs des yeshivot esder Harediot maintenant, où on fait une partie du temps, on étudie, une partie du temps, on fait son devoir pour aider nos frères en difficulté. Et c'est pas ça vraiment le problème. D'ailleurs, quelquefois, ils le disent de manière claire et officielle. Le vrai problème, si on veut parler des choses sérieusement, le vrai problème du monde Haredi, c'est que par définition, ce que je peux comprendre, c'est une manière de voir les choses. Par définition, il pense que tout contact avec le monde extérieur est dangereux. Le monde extérieur, c'est un monde qui véhicule des valeurs qui ne sont pas des valeurs juives. Et la seule manière de pouvoir réellement y résister, c'est de créer une sorte de ghetto où on pourrait, alors c'est la raison, c'est la raison pour laquelle on n'étudie pas, on va pas à la fac, on n'étudie pas ce qu'il faudrait étudier comme base. La plupart des hommes, enfin la plupart non, mais la moitié des hommes ne vont pas travailler. Et tout ça, c'est pas à cause de l'étude de la Torah, c'est à cause de la peur de l'influence que peut avoir le monde extérieur. C'est pour ça que les téléphones sont des téléphones cachers, etc. On a peur de tout ça. Bon, alors, je comprends l'idée, c'est-à-dire au vu de ce qui s'est passé en Europe avec la Scala, avec l'émancipation, etc., et le fait qu'un tel jeune ont quitté le monde de la Torah, alors ils arrivent à la conclusion que la seule manière de le préserver, c'est de s'isoler des autres. Mais c'est ça la vraie raison. Et la vérité, il faudrait qu'ils le disent. Des fois, ils le disent, mais souvent, ils le disent pas. Souvent, ils disent, c'est parce que le fait qu'on étudie la Torah, ça a autant de valeur que quand c'est ça qui protège, etc. Tout ça, c'est des inventions, en fait. Et on n'a jamais vu ça dans toute l'histoire d'Israël. Et au moment où Israël a été souverain, que ce soit aujourd'hui, que ce soit, pour terminer, je vais quand même reprendre en direction un peu politique quand même, le fait que très peu de députés se sont opposés, je crois que par Danny Luz, personne s'est opposé à cette loi, en tout cas dans la majorité. Ça vous choque, ça vous étonne? Non, ça m'étonne pas. D'abord, Dan n'était pas seul. Il y a d'autres, il y a 4 ou 5 qui ont voté contre la loi également.
Non, ça m'étonne pas, parce que le monde politique est un monde d'intérêt politique, justement. C'est-à-dire que très souvent, tu es obligé, quand tu fais partie d'une coalition, de voter contre ta conscience pour pouvoir maintenir la coalition. C'est-à-dire, c'est une question, c'est quoi la politique? C'est une question de choisir le moindre mal. Alors, quand les gens qui ont voté pour la loi, une partie d'entre eux ne sont pas d'accord, ils sont d'accord avec ce que je viens de dire, mais ils le font pas parce que il y a des choses plus importantes à leurs yeux, comme le maintien de la coalition au pouvoir. Et c'est pour ça que j'ai dit, je discute pas là-dessus. Peut-être qu'ils ont raison. Tu sais quoi? Peut-être que si moi j'avais été membre de la coalition, j'aurais fait pareil également. Mais je pense que notre discussion ici, c'est pas la discussion technique, tactique, politique, est-ce qu'elle est bonne ou pas. C'est la discussion de savoir si en elle-même, en faisant abstraction des contraintes politiques et de coalition, est-ce que cette loi est une bonne loi? Et la réponse, la seule réponse possible à mon avis, c'est que c'est pas une bonne loi. C'est une loi qui donne à penser à la plupart des Israéliens, même ceux qui sont, et surtout ceux qui sont pas au courant réellement de la halakha, que finalement la Torah nous demande de ne pas faire l'armée et de rester enfermé dans sa yeshiva, alors que le peuple juif est en danger, qu'on a besoin de gens, etc. Et je vois pas très bien comment est-ce que ça peut tenir au niveau de la pensée juive, mais enfin bon. Très bien. Voilà. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir donné votre avis sur cette loi. Merci d'avoir été ce matin avec nous et Shabbat Shalom. Merci de m'avoir invité. Shabbat Shalom. Et merci, à bientôt. On commence cette revue de la presse avec des chiffres qui sont publiés ce matin, 1000 jours après le début de la guerre. Et c'est le Israël Hayom qui publie ces chiffres ce matin. Depuis le 7 octobre 2023, 1020 civils ont été assassinés et 964 soldats et membres des forces de sécurité sont tombés au combat. Entre 300 000 et 360 000 Israéliens ont été mobilisés dans les réserves, les Milouim, dont 51 000 femmes. Beaucoup ont effectué entre 4 et 6 périodes de Milouim. Le coût humain continue également de s'alourdir. Près de 86 000 personnes sont désormais reconnues comme victimes ou blessées de guerre par le Bitoach Leumi. Parmi elles, 26 000 souffrent de blessures physiques ou psychologiques. Et toujours dans l'Israël Hayom, le général de réserve Gershon HaKohen s'interroge sur une question qui traverse le débat public depuis 1000 jours. Israël a-t-il gagné cette guerre? Selon lui, le mot victoire ne peut pas se résumer à un indicateur militaire ou politique. Il rappelle que sur le terrain, Tsahal a remporté des succès opérationnels sans précédent, de Gaza au Liban, en passant par la Syrie, la Judée-Samarie, le Yémen ou même l'Iran. Mais l'ancien général estime qu'une victoire stratégique se mesure toujours avec le recul de l'histoire. Pour Gershon HaKohen, malgré le traumatisme du 7 octobre, les pertes humaines et les divisions internes, Israël peut déjà considérer qu'il a remporté une victoire essentielle, celle d'avoir préservé son existence, restauré sa capacité de dissuasion et démontré sa résilience face à ses ennemis. À l'inverse, le Maariv publie ce matin une analyse beaucoup plus pessimiste sur ce même sujet. Et cette analyse est signée Avi Ashkenazi. Et selon le journaliste du Maariv, 1000 jours après le 7 octobre, Israël n'a toujours pas tiré les leçons de la catastrophe. Il déplore l'absence de commission d'enquête d'État et estime que le plus grand échec de l'histoire du pays est devenu un simple sujet de confrontation politique. Mais son inquiétude est surtout militaire, s'appuyant sur les récentes auditions à la Commission des Affaires étrangères et de la Défense de la Knesset. Il souligne que Tsahal manque toujours de soldats. Avi Ashkenazi relaie également les mises en garde du directeur général du ministère de la Défense, le général de réserve Amir Barham. Selon lui, celui-ci estime que le renforcement des capacités militaires d'Israël accuse un retard préoccupant. Il dénonce aussi les lenteurs budgétaires qui freinent les commandes d'armement et prévient que face à un réarmement accéléré de l'Iran, ce retard pourrait mettre en danger la préparation de l'État d'Israël pour les années à venir. Et tous les quotidiens israéliens reviennent aussi ce matin sur les déclarations du ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan. Lors d'une interview à la chaîne CNN Turquie, il a affirmé qu'Israël n'était plus seulement un problème pour la Turquie, mais pour l'humanité tout entière, ajoutant que l'État hébreu était devenu un fardeau que l'humanité ne pouvait plus supporter. Des propos qui ont suscité une vive réaction
de la part du ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sa'ar. Il accuse son homologue turc de tenir un discours relevant de l'incitation au génocide et appelle les alliés de la Turquie au sein de l'OTAN à condamner fermement ces déclarations. Pour les commentateurs, cette nouvelle escalade verbale s'inscrit dans la crise diplomatique ouverte cette semaine après la décision historique d'Israël de reconnaître officiellement le génocide arménien. Politique aussi ce matin avec la presse israélienne qui s'intéresse aux conséquences politiques justement d'une récente polémique autour de Binyamin Netanyahou. Et le Yediot Ahronot revient sur la réponse du Premier ministre lorsqu'on lui a demandé cette semaine en quoi le 7 octobre l'avait changé. « J'ai perdu un peu de poids », avait répondu Netanyahou. Une phrase qui a suscité de nombreuses critiques, mais pour Nadav et Eyal, dans le Yediot Ahronot, cette polémique ne devrait pas avoir d'effet durable sur l'électorat du Likoud. Il estime en effet que les démocraties occidentales sont entrées dans une ère de politique identitaire. Les électeurs restent fidèles à leur camp, non plus parce qu'ils adhèrent à un programme, mais parce qu'ils rejettent avant tout le camp adverse. Selon lui, cette polarisation explique pourquoi les déclarations, pourtant très controversées, modifient rarement les rapports de force. Et une analyse à peu près semblable d'ailleurs de Amit Segal dans le Israël Hayom a retenu ce matin notre attention. Selon lui, les Israéliens affirment vouloir un gouvernement d'union nationale, mais uniquement en théorie. En effet, le journaliste s'appuie sur un sondage réalisé par l'Institut Kantar. Une majorité se dit favorable et une large coalition après les élections, les prochaines élections. Mais dès que l'on évoque les concessions nécessaires, le soutien s'effondre. À droite, près d'un électeur sur deux refuse tout compromis, qu'il s'agisse d'une réforme judiciaire limitée ou du démantèlement de certains avant-postes en Judée-Samarie. Et à gauche et au centre, le constat est similaire. Près de la moitié des électeurs de l'opposition rejettent toute concession, qu'il s'agisse d'un compromis sur l'enrôlement des Haredim ou d'une commission d'enquête sur le 7 octobre. Pour Amit Segal, chacun rêve donc en réalité d'un gouvernement d'union à condition que les autres camps renoncent à ses propres lignes rouges, une contradiction qui, selon lui, explique pourquoi les appels à l'unité se multiplient mais peinent à se concrétiser sur la scène politique israélienne. Et puis pour terminer, à l'occasion du 50e anniversaire de l'opération Entebbe, le président de l'agent juif Doron Almog signe une tribune particulièrement émouvante dans le Yediot Ahronot. L'ancien général de Tsahal, il rappelle qu'il fut le premier soldat israélien à poser le pied sur le tarmac d'Entebbe dans la nuit du 4 juillet 1976. Mais pour lui, cette opération n'est pas seulement un exploit militaire, elle incarne avant tout une valeur fondamentale du peuple juif, la responsabilité mutuelle. Doron Almog établit un parallèle avec la période actuelle. Selon lui, depuis le 7 octobre, Israël et les communautés juives du monde entier affrontent ensemble une même épreuve. Il souligne la montée de l'antisémitisme dans de nombreux pays, mais aussi l'élan de solidarité exceptionnelle de la diaspora envers Israël. Pour le président de l'agent juive, le renforcement des liens entre Israël et les juifs de diaspora est aujourd'hui un impératif stratégique autant que moral. Il va même plus loin en appelant à une grande vague d'Aliyah dans les prochaines années. Et Doron Almog de conclure, comme à Entebbe il y a 50 ans, c'est l'unité du peuple juif qui permettra à Israël de surmonter les épreuves d'aujourd'hui. Depuis Jérusalem, Shabbat Shalom. Un demi-siècle plus tard, nous allons tenter de tirer les leçons d'Entebbe. Il a fallu près de 3 ans à l'État d'Israël pour sortir du méga-traumatisme national provoqué par la terrible guerre du Kippour. Dans la nuit du 3 au 4 juillet 1976, Israël a stupéfait le monde. Tsahal, l'armée qui s'était laissée surprendre le 6 octobre 1973, a réalisé l'exploit d'aller jusqu'en Ouganda pour libérer les 106 otages détenus par des terroristes palestiniens et européens. 50 ans plus tard, et avec le recul historique nécessaire, voici quelques réflexions autour de cet événement.
L'opération Entebbe a redoré le blason et la réputation de Tsahal, très durement battu en brèche durant la guerre de Kippour. Israël est devenu alors une référence en matière de lutte contre le terrorisme. Quant aux commandos d'élite Matkal qui furent la force de frappe de Tsahal à Entebbe, ils sont entrés dans la légende d'Israël. L'opération d'Entebbe a marqué le dernier symbole d'une cohésion politique interne. On le doit surtout au sens inné des responsabilités de Menachem Begin, un sens déjà exprimé en 1948 lors de l'Altalena. Begin avait apporté un soutien sans faille au gouvernement Rabin lors de cette opération Entebbe. Au lendemain du retour victorieux des otages et des soldats, Rabin avait, en Conseil des ministres, rendu un hommage appuyé, je cite, à l'attitude responsable de Menachem Begin, inimaginable de nos jours. Troisième réflexion, Entebbe a été la dernière fois où l'État d'Israël a refusé de négocier un échange avec les terroristes palestiniens. Lorsque le gouvernement a sous-entendu qu'il était prêt à négocier, c'était avant tout pour gagner du temps et pour permettre à Tsahal de mieux préparer l'opération militaire. Shimon Peres, alors ministre de la Défense, avait dit « Si Israël cède aux terroristes, plus aucun État n'osera les combattre ». 9 ans plus tard, c'est sous le gouvernement de droite d'Yitzhak Shamir que le marché Djibril sera conclu. 6 soldats israéliens en échange de la libération d'un millier de terroristes. Quatrième réflexion, c'est après l'opération d'Entebbe que le ministre de la police travailliste, Shlomo Hillel, proposera un projet de loi qui aurait fait pâlir d'envie Itamar Ben-Gvir, la peine de mort pour les terroristes. Hillel avait affirmé qu'en votant cette loi, on pourrait dissuader les terroristes de se livrer à d'autres détournements d'avions. Cinquième réflexion, l'opération d'Entebbe s'est produite dans un environnement médiatique favorable. Yitzhak Rabin avait demandé aux patrons des médias de conserver le secret défense. Conscients de l'enjeu, ils avaient accepté. Et puis à l'époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux ni de fake news à colporter, ce qui a favorisé le succès de l'opération. Enfin, dernier point, mais certainement pas le moins important. Sans Entebbe et la mort au combat de son illustre frère Yoni, jamais Binyamin Netanyahou n'aurait embrassé la carrière politique que l'on sait. C'était Yoni qui devait devenir Premier ministre, pas moi, avait-il dit. 3 victimes françaises des attaques du 7 octobre ont décidé de saisir la justice française. Justement, elles ont déposé une plainte contre Jean-Luc Mélenchon pour apologie du terrorisme, estimant que plusieurs de ses déclarations publiques minimisent ou justifient même les massacres commis par le Hamas. Pour comprendre les raisons et les enjeux juridiques de cette procédure, nous sommes heureux de recevoir leur avocat, l'avocat de ces 3 victimes françaises, Maître Nathanaël Machter. Bonjour Maître, merci d'être avec nous ce matin sur Studio Kalita. Bonjour. D'abord, je voudrais savoir qu'est-ce qui a poussé, pourquoi vous avez décidé de déposer cette plainte. Quelles sont les déclarations ou les éléments qui ont déclenché justement cette plainte et qu'est-ce qui a je reprends. Tout d'abord, Maître, qu'est-ce qui vous a poussé à déposer cette plainte justement maintenant? Est-ce qu'il y a eu des déclarations ou des éléments qui ont déclenché cette plainte précisément? Depuis le 7 octobre, on constate un effet paradoxal, c'est que la parole de justification des actes terroristes et des massacres s'est en quelque sorte fortifiée et libérée. Comme si l'exemple des horreurs commises par les djihadistes du Hamas devenait le pôle de référence de la jeunesse insurgée d'Europe, et un certain nombre de gens se sont fait le relais de ce type de discours, de rhétorique qui est extrêmement inflammable et dangereuse parce qu'elle vise à transformer des actes de terreur et des actes d'horreur en un vecteur politique justifiable et justifié. Et en faire le modèle des luttes de demain. Autrement dit, le djihad servirait de point de référence à la jeunesse insurgée d'Occident. Alors, on a vu jusqu'à présent pas mal on va dire, de second couteau. Cette expression n'est pas très flatteuse, mais disons qu'elle décrit, par exemple, le rôle de militants comme Anas Kazib, qui est un ancien cheminot, un syndicaliste, qui s'est un petit peu radicalisé au fur et à mesure de ses solidarités pro-palestiniennes et qui était jugé vendredi dernier, donc il y a une semaine, devant le tribunal judiciaire de Paris pour des propos où il vantait la résistance palestinienne. C'était des propos tenus au lendemain d'octobre 2023.
Et Jean-Luc Mélenchon, jusqu'à présent, était resté relativement prudent, mais campagne électorale avançant, il est bien obligé, d'une certaine façon, de courir après les éléments les plus radicaux de son parti. On l'a vu récemment s'afficher en soutien à Raphaël Arnault, qui, je le rappelle, est le dirigeant d'une organisation de type milicienne qui s'appelle la Jeune Garde, et qui est impliqué, lui, sans doute, et en tout cas son organisation, dans des rixes et dans des actions extrêmement violentes, dont celle ayant coûté la vie d'un homme récemment. Donc, il s'affiche auprès de ce personnage en expliquant que son mouvement, la LFI, fait un avec la Jeune Garde, et puis il s'affiche aux côtés de Anas Kaznib, là, récemment, donc. Et dans le fond, sa rhétorique glisse, s'aligne progressivement sur les éléments les plus radicaux. Et c'est ce qu'on a constaté vendredi dernier, puisque si vous voulez bien, je peux vous rappeler les propos. Enfin, ils ont été là. Oui, rappelez-nous parce que c'est important. Ouais. Ce sont des propos qui s'articulent en deux parties, et les deux parties sont solidaires l'une avec l'autre. Dans la première partie, il dit « Personne chez nous ne se réjouit du terrorisme ». Ouais. À supposer que les attaques du 7 octobre soient du terrorisme. À supposer que ce soit du terrorisme. Ce qui veut dire que, en réalité, ça ne l'est peut-être pas. Il jette un doute sur la nature terroriste de ces attaques. À supposer que ça le soit, c'est-à-dire qu'on peut discuter si ça l'est. Et puis, dans la suite de cette phrase, immédiatement après, il ajoute, et c'est là qu'il commet, à mon avis, le délit d'apologie du terrorisme, il dit « parce que la question de la forme de résistance qu'on oppose à une oppression ou à une occupation se discute. La forme de résistance, donc il pose bien le terme de résistance pour décrire l'action du Hamas, le terme de résistance qu'on oppose à une oppression ou à une occupation. Et c'est là que la chose se complique dans son propos, parce que, évidemment, ça fait, d'une part, des attaques du 7 octobre, donc une forme de résistance à l'oppression et à l'occupation, donc ça la justifie, voire même ça la glorifie, parce que le terme de résistance en France c'est pas un terme neutre. Résistance, ça renvoie aux actes de résistance de la Seconde Guerre mondiale, et donc c'est nimbé évidemment d'une appréciation à la fois de courage et de valeur dans le combat face au plus grand nombre, donc c'est déjà extrêmement flatteur. Et puis qu'on oppose à l'oppression ou à l'occupation, évidemment ça vise Israël, mais l'oppression, c'est une notion beaucoup plus vague et beaucoup plus large, et ça peut s'appliquer à beaucoup de choses. Autrement dit, il est en train de transformer le terrorisme en une modalité de combat. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il dit un petit peu plus loin dans son discours, puisqu'il dit « ça ne veut pas dire que nous approuvions telle ou telle modalité de combat, telle ou telle méthode de combat ». Il se protège quand même quelque part. Non, pas du tout, parce que ça veut dire que pour lui, ce sont des méthodes de combat. Et que donc, certaines peuvent elles doivent être dosées et adaptées. Autrement dit, il est là en train de nous expliquer que pour lui, certaines méthodes de combat sont justifiables, comme les attaques, et d'autres ne le sont pas selon la forme d'oppression. Mais je veux dire, c'est là une casuistique extrêmement dangereuse, et qu'il justifie donc sur le territoire national, en France, et qui a vocation à s'appliquer pas seulement en Israël. C'est-à-dire que sa rhétorique concerne aussi bien demain ou aujourd'hui la France. Et quand on sait que la France est dans une situation politique extrêmement instable, délicate, que des oppositions communautaires ou idéologiques deviennent extrêmement violentes et inflammables. Par exemple, une frange importante de son parti décrit la répression policière ou l'action de la police comme meurtrière. La police tue, c'est une antienne qu'on entend constamment. Ou bien décrit l'action de l'État comme une islamophobie d'État. Autrement dit, c'est très convergent avec tout un discours décolonial en France, ou de souvenirs de la colonisation qui tente de susciter un certain nombre d'insurrections idéologiques et identitaires d'une partie de la population française. Si vous justifiez que le terrorisme,
peut-être une forme de résistance à l'oppression, demain, n'importe qui, peut-être pas lui, mais d'autres, pourront expliquer que des actes violents sur le territoire national français sont des formes de résistance à l'oppression. Autrement dit, le crime n'est plus le crime, l'horreur n'est plus l'horreur, elle dépend de, qui la juge, et de qui la subit. Alors, c'est tout à fait ennuyeux. Alors, c'est un élément que vous avez bien sûr présenté devant le tribunal, mais Jean-Luc Mélenchon est loin d'être un imbécile, et je suppose que lorsqu'il sort ou dit des choses, des déclarations, c'est très réfléchi et il sait exactement où il veut y aller. Est-ce que vous pensez que dans ce cas, c'était quelque chose qu'il a voulu faire passer comme message ? D'abord, il y a c'était volontaire. D'abord, ils veulent faire passer comme message à long terme. Autrement dit, ils se préparent à justifier et à diriger l'État insurrectionnel qu'ils préparent en France. Et dans le fond, avant de libérer l'action, il faut libérer les esprits dans sa méthodologie révolutionnaire. Donc, libérer les esprits, ça veut dire libérer les esprits contre les entraves. Jusqu'à présent, on vous entrave, on vous empêche de penser, par exemple, que Israël opprime les Palestiniens. On vous empêche de penser que les Juifs, à travers le CRIF et d'autres organismes, mènent des actions nocives et contraires à l'intérêt de la France ou des classes populaires ou de ce que vous voulez. Donc, il s'agit de lever d'abord ces entraves à la pensée. Et c'est ce qu'il fait dans ses discours. La loi nous empêche de penser, la répression nous empêche de penser, et cette loi et cette répression est dirigée par les Juifs et des agents d'influence étrangère. C'est ce qu'il dit dans son discours. Et la seconde étape, ce sera de libérer l'action. Autrement dit, une fois que vous aurez libéré la pensée, vous libérez l'action et vous aurez des actions violentes sur le territoire national qui seront justifiées par avance par quelqu'un qui organise cette insurrection. Bon, alors c'est bien là que l'apologie du terrorisme devient une forme qui est préalable, en quelque sorte, à des actions violentes à venir. Alors c'est ce que vous allez présenter, je suppose, devant le tribunal. C'était important aussi pour vous que cette plainte soit déposée par des victimes de citoyenneté française ? Mais elle ne peut être déposée que par... D'abord, il faut que les gens qui déposent cette plainte aient un lien, évidemment, avec la France. Et là, ce sont des Français et qui ont été extrêmement choqués, meurtris et affectés. Mais ça aurait pu être déposé aussi par des associations ou des groupes de soutien aux victimes, non ? Mais non, mais je ne crois pas. Je crois que ça doit être déposé par ceux qui ont souffert dans leur chair directement des attentats terroristes du 7 octobre 2023. Je crois que c'est à eux de rappeler ce qu'ils ont subi, ce qu'ils vivent, et pourquoi les propos de Mélenchon sont pour eux injustifiables. Vous savez, là, ces victimes-là, moi dont je m'occupe, aucun d'entre eux, 3 ans après les faits, n'a ces blessures consolidées. Ils souffrent tous d'invalidité à des taux extrêmement élevés. Leur vie quotidienne est quasiment impossible, leur vie intime impossible, leur vie professionnelle rendue impossible. Ce sont des gens qui ne voient pas la lumière au bout du tunnel. Chaque jour qui passe, ils sont absolument assaillis par des pensées qui leur font regretter d'être sortis vivants du festival Nova. Et dans le même temps, on a un type sur un tonneau, sur une estrade, qui vient leur expliquer que ce sont des oppresseurs et que la forme de combat qu'on a adoptée à leur égard est peut-être justifiable. C'est à eux de porter plainte avant tout. Ouais. C'est pas à des professionnels d'associations, etc. Non, c'est à eux, et ils l'ont fait, donc tant mieux. Alors concrètement, maître, quelles sont maintenant les prochaines étapes de cette procédure ? Le parquet peut-il classer sans suite ou ouvrir une enquête ? Comment ça va se passer ? Le parquet en France a l'opportunité de poursuite, donc il est souverain, c'est le parquet qui décidera si d'abord ils ouvrent une enquête. Et puis ensuite, s'ils poursuivent au terme de l'enquête Mélenchon devant un tribunal, et ensuite ce sera au tribunal correctionnel de dire si, d'après les juges, ce sont des faits qui c'est une incrimination. Donc le process peut être assez long. Ceci dit, dans la mesure où Jean-Luc Mélenchon s'aligne complètement sur Anas Kazib dans ses propos et que Anas Kazib a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, je vois pas pourquoi le parquet poursuivrait le petit gars des banlieues qui se solidarise avec le palestinisme ambiant et pas le grand chef blanc qui organise pour le plus grand nombre ce type de pensée.
Donc je comprendrais pas trop que les petits soient poursuivis et que le puissant ne le soit pas. Très bien. En tout cas, on suivra de très près cette affaire et ce procès s'il a lieu. Maître Nathanaël Machter, qui est donc l'avocat des 3 victimes françaises des attaques du 7 octobre qui ont décidé de saisir la justice contre Jean-Luc Mélenchon. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin et bonne journée à vous. Merci beaucoup.